Je vous propose donc de commencer. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette conférence intitulée Le Swiss Cheese Model comme outil d'analyse du droit, l'exemple des services financiers. Alors, je me présente, je suis Cynthia Duclos, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et co-directrice avec Madame Raymond Crête du groupe de recherche en droit des services financiers. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'intéresse au droit des services financiers. Et je mène présentement là, un projet de recherche financé par l'Autorité des marchés financiers là, qui porte sur le droit des services financiers. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, ce n'est pas une conférence sur l'état du droit ou sur des grands changements qui nous sont apportés par une décision de la Cour d'appel ou voire de la Cour suprême du Canada. Je vous propose plutôt une conférence pour vous présenter une nouvelle approche du fonctionnement des entreprises, une nouvelle approche pour comprendre les problèmes au sein des entreprises et de prendre ces éléments-là pour regarder le droit, examiner le droit sous un angle nouveau. Donc, on peut parler d'un cadre d'analyse, on peut parler d'une grille ou d'un nouvel angle. Moi, j'aime bien parler d'une lunette pour comprendre, pour critiquer et peut-être même améliorer l'encadrement juridique et le droit plus largement. Donc, cette lunette que je vous présente aujourd'hui, c'est une lunette que j'ai déjà utilisée pour faire des recommandations aux législateurs en vue d'améliorer ou de bonifier la protection des épargnants dans les services d'investissement, donc une sous-branche des services financiers. Cette lunette, vous l'aurez deviné, c'est le Swiss Cheese Model. C'est un modèle qui permet de comprendre comment se produisent les accidents au sein des entreprises. Donc, avant de débuter cette conférence, quelques remarques techniques et pratiques. Donc, d'abord, en ces temps de pandémie, en ces conférences à distance, sachez que nous avons un plan B. Donc, advenant des problèmes techniques graves, nous allons mettre fin à la diffusion de la conférence. Nous allons préparer un enregistrement de cette conférence et nous allons vous transmettre un lien là, vers cet enregistrement que vous pourrez écouter là, à votre convenance. Pour les gens qui sont avec nous, qui sont membres du barreau, sachez que le visionnement d'un tel enregistrement pourrait là, compter là, pour des heures de formation continue. Nous avons fait les vérifications. Donc, je veux également vous présenter ma collègue Marie-Michelle Pelletier, qui est avec nous aujourd'hui pour le support technique et je dirais même le support moral de la conférencière. Donc, en cas de besoin, elle pourra intervenir là, dans cette conférence. Je vous invite également à poser vos questions au besoin dans l'outil conversation au bas de la présentation et à la fin de la conférence, je vais y revenir et je pourrai là, répondre là, à vos interrogations. Nous ne pourrons pas échanger au sens propre du terme là, puisque je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais ça me fera quand même plaisir de répondre à vos interrogations. Finalement, sachez que cette présentation PowerPoint vous sera transmise par courriel après la conférence. Donc, aujourd'hui, qu'allons-nous voir ensemble? Alors, ce que je vous propose comme plan, c'est d'abord une petite mise en contexte. Pourquoi s'intéresser au Swiss Cheese Model? Ensuite, je vais vous présenter ce modèle, alors un peu ses origines, ses composantes, vous présenter un exemple de son application. Nous allons également voir comment on peut appliquer ce modèle au service d'investissement, comment on peut traduire tout ça dans un outil d'analyse du droit. Et finalement, je vous offrirai un exemple du Swiss Cheese Model comme outil d'analyse du droit là, dans un cas bien précis. Les objectifs pour la conférence d'aujourd'hui sont assez simples. Ce que je veux faire, c'est vous faire découvrir le Swiss Cheese Model. Vous le faire découvrir comme un modèle pour comprendre le fonctionnement des entreprises, mais aussi comme une nouvelle approche du droit. Vous allez voir, c'est un modèle qui est assez intuitif. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'allez pas sortir de cette conférence là, en ayant quintuplé vos connaissances sur le fonctionnement des entreprises. Par contre, j'espère et j'ai la prétention de vous permettre de mettre des mots, des concepts définis, des représentations graphiques sur des idées ou des intuitions que vous aviez déjà. Alors, sur ce, débutons. Donc, comment s'intéresser au Swiss Cheese Model? Pourquoi s'intéresser au Swiss Cheese Model?
Tout ça commence avec ma thèse de doctorat dans laquelle je voulais m'intéresser à la protection des épargnants sous un nouvel angle. Alors, quand on dit protection des épargnants, les épargnants, il faut savoir que monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, lorsqu'on veut placer nos économies, lorsqu'on veut faire un projet de retraite ou d'autres projets, on va retenir des services d'investissement. Donc, on va aller chercher des conseils en matière d'investissement. C'est près de 50 de la population là, qui retiennent de tels services. Ces services-là sont offerts par des entreprises en services d'investissement. Donc, on a d'un côté les individus, les personnes physiques qui vont offrir directement le service aux épargnants. Donc, quand vous voulez mettre des sous dans vos REER, dans vos CELI, vous rencontrez un représentant ou un planificateur financier, ben, c'est la personne qui vous offre directement ce service. Mais il y a aussi d'autres acteurs là, qui sont présents dans les activités dites de gestion, de direction et de surveillance là, des activités de l'entreprise de services d'investissement. Et ça, ben, c'est le volet organisationnel de la prestation des services d'investissement. Dans cette prestation-là, il y a des enjeux de protection des épargnants, c'est-à-dire qu'on identifie un risque que les individus qui offrent les services directement aux épargnants commettent des fautes. On peut penser à un détournement de fonds, à un conseil qui serait mal avisé, qui serait inadéquat pour les besoins là, de l'épargnant, à une fraude ou à fausse représentation. Et de là pourraient découler des préjudices pour les épargnants. On peut penser à des pertes pécuniaires et à des pertes non pécuniaires, là, souvent appelées là, des dommages moraux. Donc, pour s'intéresser à ces enjeux de protection des épargnants, au moment où j'ai débuté ma thèse, la littérature s'intéressait principalement au volet individuel des services d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux encadrer ou encadrer différemment les individus pour minimiser les risques de préjudice pour les épargnants, pour mieux protéger les épargnants. Moi, ce que je voulais faire dans ma thèse, c'était regarder un autre aspect, le volet organisationnel. Donc, présenter différemment, mes objectifs étaient d'identifier le rôle des aspects organisationnels dans la protection des épargnants et une fois que j'ai cette information-là en main, ce que je voulais faire, c'est de regarder l'encadrement juridique pour voir si on prenait en compte ces aspects organisationnels-là et leur influence dans la protection des épargnants. Donc, c'est dans ce contexte-là, à travers là, mes recherches là, pour déterminer et choisir un cadre d'analyse, que j'ai découvert le Swiss Cheese Model. De façon un peu fortuite, je me souviens d'avoir trouvé un petit article qui parlait du modèle et là, Eureka, j'avais trouvé là, mon cadre d'analyse qui allait m'occuper pour plusieurs années, ce que je ne savais pas à l'époque. Donc, ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines diapos, c'est de s'intéresser au Swiss Cheese Model. Donc, d'abord, je vais vous présenter brièvement les fondements et les origines de ce modèle. On va voir ses composantes et comment il nous permet de comprendre et de prévenir les accidents. Donc, il faut savoir quand on parle du Swiss Cheese Model, on est dans le domaine de l'étiologie des accidents. C'est un domaine d'étude qui s'intéresse aux causes, donc à identifier les causes des accidents graves. Donc, on peut penser à une explosion nucléaire, un déraillement de train, un écrasement d'avion, par exemple. Dans ce domaine d'étude-là, il y a une sous-catégorie qui s'intéresse aux accidents, mais au regard de la contribution du comportement humain, par opposition, par exemple, là, aux aspects techniques ou informatiques qui pourraient mener à des accidents. Donc, parmi les chercheurs qui s'intéressent au comportement humain, on dénote deux types d'approches. Une approche plus individuelle et une approche plus systémique. Alors, moi, je m'intéresse aux chercheurs là, qui sont dans le contexte de l'approche systémique, donc ils veulent comprendre comment le comportement humain, à tous les égards, dans une entreprise, peut mener à un accident. Donc, ils vont regarder tant les aspects organisationnels que plus individuels là, des activités dans une entreprise. Par opposition, une approche de personnes ou plus ciblée va s'intéresser spécifiquement à l'action des acteurs qui sont en première ligne, donc pensez aux pilotes d'avion, aux conducteurs de train, plutôt que de regarder l'ensemble de l'entreprise et tous les autres
d'autres acteurs là, qui peuvent avoir contribué à un accident, du moins à mener là, à un accident dans ces entreprises. Parmi les chercheurs qui adoptent une approche systémique, mon attention s'est arrêtée sur le professeur James Reason. C'est un professeur en psychologie. Lui, il a passé de très nombreuses années, là, plus d'une décennie, à s'intéresser à l'erreur humaine sous toutes ses facettes. Donc, il a examiné, catégorisé les erreurs humaines et après plusieurs années, il a décidé de regarder ces erreurs humaines-là dans le contexte des accidents au sein d'une organisation. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à partir de ses recherches, de sa compréhension, il a étudié plusieurs accidents qui se sont produits là, dans les années 70 et 80. Donc, on a là-dedans Tchernobyl, on a l'explosion de la navette Challenger, on a le naufrage d'un navire, un feu dans le métro là, à Londres. Donc, différents accidents qu'il a étudiés pour sortir des points communs. Alors, comment dans chacun de ces accidents-là, le comportement humain de l'ensemble des acteurs a mené à l'accident? Et à partir de ça, il a créé le Swiss Cheese Model, donc un modèle qui permet de comprendre et de prévenir les accidents. Alors, on va aller voir ensemble un peu plus en détail ce Swiss Cheese Model. Donc, ce que vous avez ici, c'est la représentation, je dirais, la plus populaire, la plus connue, la plus diffusée et la version simplifiée, pardon, du Swiss Cheese Model. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions antérieures, beaucoup plus complexes par ailleurs. Ce modèle qui vous est présenté, il schématise les observations, il synthétise les observations du professeur Reason au regard des accidents au sein des entreprises. Et il faut savoir que ça repose là, sur plusieurs ouvrages, des chapitres d'ouvrages, des articles scientifiques. Donc, il y a vraiment là, de la matière derrière là, cette image. Donc, il faut aller plus loin que cette image quand on veut appliquer de manière approfondie le Swiss Cheese Model. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ben, c'est essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut retenir là, de manière un peu plus sommaire de ce modèle et qu'est-ce qu'il nous apprend ce modèle au sujet de la séquence accidentelle. Donc, d'abord, on voit, quand vous regardez l'image, là, vous voyez qu'il y a des tranches de fromage suisse. Vous aurez compris que l'appellation du Swiss Cheese Model vient là, de cette image. Donc, ces tranches-là, qu'est-ce que ça représente? Pardon, ça peut représenter les composantes d'une entreprise. Donc, on peut penser à la haute direction, à l'équipe de maintenance, aux activités de production d'un bien ou d'un service. Donc, tous ces éléments-là constituent une tranche de fromage dans le modèle de Reason. Ensuite, on voit que dans la tranche de fromage, il y a des trous. Et ces trous-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent des défaillances, des erreurs qui peuvent se retrouver dans chacune des composantes de l'entreprise. Alors, Reason définit ces erreurs-là selon deux formes ou deux types. On a d'abord ce qu'on appelle l'erreur active, qui est une erreur qui vient généralement des gens qui sont dans les activités en première ligne, donc qui sont vraiment dans la production d'un bien ou d'un service. On peut penser aux pilotes d'avion, aux conducteurs du train. Donc, c'est des gens qui sont vraiment liés de près à un accident lorsqu'un accident se produit. On a également ce qu'on appelle des erreurs latentes. Les erreurs latentes, c'est principalement des mauvaises décisions ou une mise en application déficiente de décisions là, de membres de la direction et d'autres personnes dans l'entreprise qui ne sont pas dans les activités de production, mais plutôt dans les activités de gestion, de direction et de surveillance là, au sein de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que pour qu'il y ait un accident, il faut que dans chacune des composantes de l'entreprise, on retrouve des erreurs et que ce soit possible d'avoir ce qu'on appelle une trajectoire accidentelle. Donc, il y a un alignement des erreurs qui vont mener à un accident. Et dans ce contexte-là, on peut comprendre pourquoi souvent on considère que chacune des composantes de l'entreprise peut, à sa façon, devenir une mesure de protection. Donc, moins on a de trous dans notre composante, donc moins il y a d'erreurs qui sont présentes, bien, moins il y a de risques qu'il y ait une trajectoire accidentelle.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de cette présentation-là visuelle, on doit également faire ressortir des travaux de Reason qui a une influence importante des décisions qui sont prises là, par la haute direction, notamment sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, on considère qu'il y a des décisions qui sont prises par la haute direction qui vont se répercuter et avoir un effet possiblement négatif sur chacune des composantes, de manière à ce qu'il y ait plus d'erreurs qui soient commises dans ces autres composantes et donc d'augmenter les risques là, qu'il y ait une trajectoire parfaite là, qui permette l'accident. Donc, ce qu'on peut retenir, là, l'élément clé du modèle, c'est que selon le Swiss Cheese Model, les accidents ne sont pas le fruit d'une défaillance isolée. Au contraire, ils sont le fruit de plusieurs facteurs qui se combinent pour permettre à une trajectoire de traverser l'ensemble des composantes d'une entreprise et donc de mener à un accident. Donc, pour mieux comprendre, je vous propose un exemple de l'application du Swiss Cheese Model là, à un accident qui est arrivé. Donc, je vais prendre un écrasement d'avion et plus spécifiquement, là, je m'inspire là, d'un accident qui s'est produit à Dryden au Canada en 1989. Donc, il faut savoir que dans ce contexte-là, il y avait un vol qui allait de Thunder Bay à Winnipeg et qui avait une escale à Dryden pour se rendre et que l'avion a décollé dans des conditions hivernales très difficiles. Donc, à quelques centaines de mètres après là, la piste là, d'atterrissage ou de décollage, là, l'avion s'est écrasé, la moitié des passagers ont péri et la plupart des membres de l'équipage. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment on peut comprendre et identifier les causes de cet accident-là, pardon, grâce au Swiss Cheese Model. Alors, on va y aller avec l'erreur qui est toujours la plus évidente, celle du pilote. Alors, dans le cas qui nous occupe, le pilote a procédé au décollage de l'avion, malgré le fait qu'il y avait des conditions hivernales très difficiles et sans avoir fait déglacer l'avion auparavant. Donc après, bien évidemment, il a perdu le contrôle de l'avion, là, ce qui a mené directement à l'écrasement de l'avion. Mais on réalise qu'il n'y a pas que cette erreur-là dans le combo là, qui a mené à l'écrasement d'avion ce jour-là. Alors, ce qu'on doit regarder également, et ce que les rapports d'enquête mettent en évidence, c'est qu'au niveau du sommet stratégique, il y a dans les mois qui ont précédé cet écrasement-là, des décisions qui ont été prises pour réduire les coûts d'exploitation de manière à assurer une meilleure rentabilité là, de la compagnie aérienne là, selon le modèle d'affaires là, qu'elle mettait en place. On constate également que ces coupures-là, ou cette décision-là, disons, de réduire les coûts, ont été transposées par d'autres membres de la direction là, en des coupures budgétaires qui ont amené à une allocation pardon, moindre pour la formation des pilotes, mais aussi pour la maintenance des avions. Maintenant, quand on regarde au niveau même de la formation et de la maintenance des avions, bien, vous aurez deviné que les pilotes n'étaient pas bien formés pour voler dans des conditions hivernales, point. Là. Donc, il n'y avait pas de formation ou très peu à cet égard-là. Et il y avait un déficit important au niveau de la maintenance des avions. Par exemple, l'avion qui s'est écrasé à Dryden, on sait qu'il y avait une turbine auxiliaire qui n'avait pas été réparée. Et ça, une turbine auxiliaire, vous ne le savez peut-être pas, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de rallumer les moteurs une fois qu'ils sont éteints. Donc, on ne pouvait pas éteindre les moteurs de l'avion à Dryden, sans quoi on n'aurait pas pu les allumer à nouveau. Pour ce faire, il aurait fallu faire affaire là, à une équipe à l'aéroport là, et ça a engendré des coûts extrêmement importants pour la compagnie aérienne. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que pour pouvoir faire déglacer l'avion, le pilote doit absolument arrêter les moteurs. Donc, je suppose que ça suscite en vous là, quelques petites lumières là, qu'on permettent de mieux comprendre comment le pilote a agi dans les circonstances. Dernier élément, au niveau du système de surveillance, on remarque qu'il n'y avait rien
du tout qui avait été mis en place pour que si un pilote décidait de partir dans des conditions hivernales difficiles sans avoir fait ce qu'il fallait faire au préalable et qu'il ne pourrait pas partir avec l'avion. Donc, on allait protéger, entre guillemets, l'avion et les passagers. Donc, ça, c'était inexistant. Donc, on remarque ici que dans chacune des composantes, il y avait des erreurs, ce qui a permis la trajectoire accidentelle. Mais il y a plus, hein. Souvenez-vous de la chaîne d'influence. Ce que les rapports d'enquête mettent en évidence, c'est qu'ici, il y a eu une chaîne d'influence partant du sommet stratégique pour toutes les autres composantes. Donc, on a favorisé d'autres erreurs dans l'entreprise et notamment ce qui a amené le pilote à procéder au décollage dans les conditions critiques là, qu'il connaissait. On met aussi en évidence que ces décisions-là au sommet stratégique ont amené une absence d'appétit pour mettre en place des protocoles, disons, plus sévères, là, qui auraient empêché le décollage dans les circonstances. Donc, tout ça nous présente que la décision du pilote de décoller et ultimement l'écrasement d'avion découle d'une suite de défaillances qui partent du sommet stratégique et qui se sont répercutées dans toutes les autres composantes de l'entreprise. Le tout parce qu'on avait en tête l'idée de baisser les coûts d'exploitation afin d'être compétitif dans un certain segment de marché là, dans le domaine de l'aviation. Donc, ce qu'on reconnaît ici, c'est que le pilote, il est le chapitre final d'une longue histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Donc, le Swiss Cheese Model nous permet ici de comprendre ce qui s'est passé de façon là, globale, d'avoir une bonne idée de la séquence accidentelle qui ont mené à l'accident et en ayant ces informations-là, bien, éventuellement de prévenir d'autres accidents de la sorte. Et c'est ce qui m'amène à vous parler à la prévention des accidents selon le Swiss Cheese Model. Donc, ce que le Swiss Cheese Model nous dit, c'est que la meilleure façon de prévenir les accidents, c'est de détecter les trous dans les composantes de l'entreprise et surtout les décisions faillibles des membres de la direction. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que oui, il faut s'intéresser à toutes les erreurs, tant individuelles qu'organisationnelles, mais attention, petite attention spéciale aux erreurs organisationnelles. Et pourquoi on dit ça? Pourquoi ne pas simplement s'intéresser aux erreurs actives? Eh bien, d'abord parce que ces erreurs actives-là, donc comme le pilote qui décolle sans avoir fait déglacer l'avion dans de mauvaises conditions, bien ça, on considère que c'est l'étincelle, selon le Swiss Cheese Model, qui vient mettre en lumière plusieurs autres défaillances qui sont présentes dans l'entreprise. Et en ce sens, les erreurs actives, ils sont la conséquence de d'autres causes qui ont mené à l'accident. Donc, bien que les erreurs actives soient plus faciles à identifier, hein, de par leur lien avec l'accident, il faut se garder de penser que c'est la seule façon là, de prévenir les accidents. Autre élément, les erreurs actives, elles sont vraiment diversifiées, elles sont nombreuses et ça pourrait être un peu futile de concentrer nos énergies là, à simplement vouloir corriger ou prévenir ce type d'erreur active. Et pour expliquer ça, le professeur Reason utilise une analogie avec les moustiques et le marais. Donc, ici, les moustiques, c'est comme les erreurs actives. Donc, lorsqu'on est proche d'un marais, les moustiques sont nombreux et on peut tenter de les éliminer un par un. Mais ils reviennent toujours, il y a toujours d'autres moustiques. Donc la solution, ce n'est pas d'éliminer un par un les moustiques, mais d'assécher le marais étant ici l'équivalent des décisions faillibles dans les entreprises. Donc, je trouvais que c'était parlant comme image et ça nous explique bien pourquoi il faut se tourner un peu vers les sources, les raisons qui ont mené aux erreurs actives. Et ça nous amène à vouloir considérer les conditions dans lesquelles œuvrent, par exemple, les pilotes d'avion, les chefs qui conduisent les trains et le milieu de travail. Et ça repose sur l'idée que Reason fait ressortir et qui est repris régulièrement, voulant que le même ensemble de circonstances peut provoquer les mêmes erreurs, quelle que soit la personne en place. Donc, puisqu'on ne peut pas changer la condition humaine, donc la façon dont les humains réagissent dans des conditions similaires, il faut changer les conditions dans lesquelles les humains travaillent. Donc ça nous amène à considérer que les facteurs organisationnels, il faut en prendre bonne note et il faut vraiment leur porter une attention particulière. Finalement,
Toujours dans l'optique là, de prévenir les accidents selon le Swiss Cheese Model, on nous dit que c'est important de s'intéresser aux erreurs qui sont éloignées des activités là, de production de biens ou de services. Donc, toutes les erreurs, par exemple, dans l'écrasement de Dryden, qui sont en périphérie et éloignées de la décision même du pilote là, de décoller dans ces circonstances-là, sont considérées comme étant potentiellement très dangereuses. Pourquoi? Ben, on considère que ces erreurs-là, elles sont éloignées et puisqu'elles sont éloignées, elles peuvent être latentes dans l'entreprise longtemps. Elles peuvent influencer négativement petit à petit toutes les autres composantes de l'entreprise et ainsi contribuer à ce qu'il y ait plus d'erreurs au sein de l'entreprise et donc un risque plus élevé qu'il y ait des accidents. Donc, il ressort de ça que la meilleure chance pour minimiser les accidents au sein des entreprises, c'est d'apprendre à détecter et à corriger ou limiter les effets des erreurs latentes, des décisions faillibles, avant qu'elles n'affectent toute l'entreprise et qu'elles mènent à une séquence accidentelle. Donc, ce qu'on vient de voir ensemble plutôt brièvement, c'est l'ABC là, du Swiss Cheese Model, donc comment il nous permet de comprendre les accidents et comment il nous permet de les prévenir. Maintenant, ce que je veux voir avec vous, c'est que partant de là, comment on peut appliquer le Swiss Cheese Model à la protection des épargnants dans le contexte des services d'investissement. Alors pour ça, je vous présente un peu l'évolution de l'application du Swiss Cheese Model là, dans les, je dirais, 3 dernières décennies. Donc, à l'origine, le modèle, il est établi pour s'intéresser à des organisations comme les compagnies aériennes, les centrales nucléaires, les compagnies là, ferroviaires, et à analyser comment des accidents se sont produits ou comment on peut prévenir des accidents dans ce secteur-là, ce qu'on appelle des accidents graves, des catastrophes qui ont des effets potentiellement très graves sur, oui, l'entreprise et même les populations avoisinantes ou là, une clientèle là, qui est desservie. Avec le temps, le professeur Reason et d'autres chercheurs ont un peu simplifié le modèle. D'ailleurs, je vous le disais, je vous présente la version simplifiée de la représentation là, du Swiss Cheese Model. Donc, on a simplifié, on a voulu ramener le modèle à quelque chose de plus intuitif pour pouvoir l'appliquer à plusieurs autres types d'organisations et on l'a notamment appliqué au domaine de la santé. Donc, initialement, plus dans les salles d'opération et après, on a ouvert ça pour l'appliquer à la relation entre le médecin et le patient, l'infirmière et le patient. Donc, ce qui est recherché ici à l'aide du Swiss Cheese Model, c'est de prévenir et de comprendre comment arrivent des erreurs médicales. Alors là, on peut penser à la tenue d'une chirurgie non nécessaire. J'avais l'exemple dans un article là, où on n'a pas opéré une dame pour la bonne hanche. Vous pouvez imaginer là, que ça peut causer des préjudices, toute une erreur médicale. Ben, pour comprendre comment ça s'est arrivé, ce qu'on vient de voir ensemble, le Swiss Cheese Model, peut aider à prévenir que cela se reproduise là, dans le futur. Et avec l'application, et je dirais assez répandue dans le système de santé du Swiss Cheese Model, ça a ouvert le tout à appliquer le Swiss Cheese Model à d'autres types de services et dont les services financiers, les services d'investissement. Je n'ai pas trouvé de recherche ou d'études qui l'appliquent comme moi je le fais, mais il y a quand même une ouverture. Donc ça nous permet aujourd'hui là, d'aller plus loin. Ça m'a permis vraiment d'approfondir les recherches pour l'appliquer aux services d'investissement. Un autre élément qui nous ont confortés dans le choix de prendre le Swiss Cheese Model pour regarder là, les services financiers, les services d'investissement, eh bien, c'est les rapprochements conceptuels entre les professionnels du domaine de la santé et les professionnels du domaine des services d'investissement. Donc, il y a vraiment là beaucoup d'éléments communs et ça, eh bien, ça favorise la transposition et l'application du Swiss Cheese Model là, aux services d'investissement. Et ce qu'on veut faire dans ce contexte-là, ben, c'est de prévenir et de comprendre les manquements professionnels. Donc, je le rappelle, les fautes
qui peuvent être commises par un représentant ou un planificateur financier et qui ne seront pas détectées par le système de surveillance au sein de l'entreprise et qui vont ultimement causer des préjudices là, aux épargnants. Donc, c'est ça qu'on veut chercher à comprendre, c'est ça qu'on veut chercher à prévenir et ce qu'on veut surtout regarder, c'est l'apport des facteurs de nature organisationnelle dans ces manquements-là et ultimement dans la protection des épargnants. Donc, pour comprendre et prévenir les manquements dans le contexte des services d'investissement, donc l'application du Swiss Cheese Model, je vous propose d'appliquer la Swiss Cheese Model a une décision, je dirais, qui est bien connue, une célèbre décision là, dans le domaine des services d'investissement, qui est l'affaire Marc-Ariane contre les marchés mondiaux CIBC. Donc, j'en conviens, c'est une décision qui est très, très connue et un peu compliquée. Mais pour les fins de la présentation, je vais quand même ramener ça le tout là, de manière simple. Ce qu'on veut avec ça, c'est voir comment, selon le Swiss Cheese Model, là, il y a une séquence qui, au sein des entreprises de services d'investissement, mène à des manquements professionnels qui causent des préjudices aux épargnants. Donc, mentionnons d'emblée que dans cette affaire-là, on a monsieur et madame Marcarian qui sont des épargnants et qui ont subi des pertes. Là, ici, on parle de 1,5 million de dollars en pertes. Ils ont également subi du stress, de l'angoisse et de l'insécurité. Et tout ça en raison de quoi? En raison d'un stratagème frauduleux qui a été mis en place, notamment par le représentant, surtout par le représentant, et qui ont duré pendant plusieurs années. On parle là, de près de 6 ans. Que tout ça là, était en cours là, auprès des Marcarian. Donc, allons voir ça sous la loupe du Swiss cheese. Première chose, les tranches de fromage ici qui vous sont présentées, bien, ce sont, dans le fond, des composantes là, de marchés mondiaux CIBC. Et on va aller voir chacune de ces tranches-là pour voir s'il y a des trous, donc s'il y a des erreurs possibles ou des erreurs qui sont arrivées qui ont permis ultimement de mener au préjudice là, des marcarians. Donc, je propose de commencer par l'élément qui est toujours le plus évident, l'élément qui nous saute aux yeux lorsqu'il arrive un préjudice de la sorte, et c'est les agissements du représentant qui s'appelle M. Migirdit dans les circonstances. Alors, qu'a fait M. Migirdit? M. Migirdit, ce n'est pas peu dire de dire qu'il a fraudé les marcarians. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, puis je vais tenter là, de vous résumer ça le plus possible, avant de rencontrer les Marcarian, Monsieur Megirdit avait d'autres clients pour lesquels il avait des comptes et il faisait des placements. Il a fait des placements trop spéculatifs et il a occasionné des pertes à ses clients-là. Plutôt que de dire aux clients ce qui s'était passé, il a voulu camoufler là, ses agissements. Et pour ce faire, il avait besoin de garantir les comptes qui se trouvaient être déficitaires, dans lesquels il y avait des pertes, notamment en raison de mauvais placements, de placements trop spéculatifs qui avaient été faits. Et pour garantir ces comptes, ben, il a utilisé les marques Ariane. Donc, il a créé de toutes pièces la fabrication de faux, des contrats de garantie dans lesquels les marques Ariane garantissaient des comptes d'autres clients, des inconnus aux yeux des marques Ariane, il faut le préciser, pour que M. Megirdit continue de faire des placements spéculatifs dans l'espoir de se refaire pour ensuite que personne là, ne voit les erreurs qu'il avait commises. Mais ça n'a pas fonctionné comme lui le souhaitait et ultimement, là, ça a causé là, des pertes d'1,5 million aux marques Ariane. Il faut savoir également que dans tout ça, lorsque le représentant faisait des placements, il avait tendance à faire de la multiplication indue de transactions, ce qu'on appelle du churning. Donc, il faisait beaucoup, beaucoup de transactions, ce qui générait beaucoup, beaucoup de commissions et de revenus pour lui, mais aussi pour marchés mondiaux CIBC. Et ça, c'est vrai pour le compte des autres clients, mais aussi pour les comptes qui étaient détenus par les marques arrière. Donc, ça vous résume un peu simplement là, le stratagème frauduleux qui était mis en place là, par ce représentant. Maintenant, ce qu'on veut voir grâce au Swiss Cheese Model, c'est qu'est-ce qui est arrivé avant et après ces agissements-là du représentant qui ont permis de mener à une telle perte, à un tel préjudice pour les marcariens. Alors, inspiré de la décision, là, on peut identifier là, différents éléments. D'abord, au niveau du sommet stratégique et de la direction intérimaire, la Cour met en évidence qu'il y avait une culture d'entreprise qui était déficiente.
Alors, on avait comme culture de l'entreprise de privilégier les intérêts premiers de l'entreprise avant tout. Et ça, la Cour nous dit, ça l'a teinté la conduite de tous les acteurs là, dans l'ensemble de l'entreprise. Ça a envoyé un message là, quant au comportement attendu des gens dans l'entreprise et c'est un message qui était certainement pas là, en symbiose avec la protection des épargnants. On met aussi en évidence qu'il y avait des modes de rémunération qui étaient axés spécifiquement sur les intérêts à court terme et la profitabilité des entreprises. Donc, on encourageait à générer là, des commissions importantes. Puis au niveau des surveillants, bien, on encourageait à laisser nos représentants générer des commissions importantes. On a également souligné le fait qu'il y avait eu des titres honorifiques bidons qui avait été mis en place par des membres de la direction pour encourager les représentants à générer des volumes importants de commissions. Donc, quand les représentants, disons, étaient très actifs là, et ramenaient là, des profits importants de l'entreprise, on leur donnait des titres comme vice-président directeur. Ces titres-là n'étaient liés à aucune fonction de direction ou de gestion, mais paraissaient bien au niveau des clients et permettaient à ces représentants-là d'aller chercher des nouveaux clients ou d'accroître la confiance que les clients avaient déjà envers eux. Ça, ce sont des mauvaises décisions, ce sont des erreurs latentes là, commises là, par la direction de marchés mondiaux, CIBC. On voit également au niveau de la surveillance, donc là, je vais présenter à la fois le département de conformité et le directeur de succursale. Donc, si on regarde en amont là, des problèmes, des fautes qui ont été commises par le représentant, on voit qu'il y avait en place là, une structure complètement inadéquate là, pour le système de surveillance. Le système de surveillance, il était défaillant, il était inefficace, il était insuffisant. Parmi, des éléments qui ont été mentionnés par la Cour, notamment le fait que, le département de conformité, n'était pas capable d'avoir là, un certain contrôle sur les représentants, pour s'assurer que des corrections soient apportées ou que des vérifications soient faites. Donc ça, on considère que c'est un élément problématique. Plus encore, on met en évidence que dans ses actions, le département de la conformité, ce qu'il avait en tête, c'était de protéger la banque, donc la filiale de la CIBC, et non pas de protéger les intérêts des épargnants. Donc, quand même. Maintenant, par la suite, donc en aval là, des problèmes là, et des fautes là, du représentant, ce que la Cour met en évidence, encore une fois, tant au niveau du département de la conformité que du directeur de succursale, c'est une lenteur dans le processus de vérification. On se rappelle que tout ce stratagème-là a duré sur 6 ans. Alors, on met de la lenteur, on dit que les personnes qui étaient impliquées étaient complaisantes, il y avait de l'aveuglement volontaire. Et par exemple, pour le directeur de succursale, ce qu'on met en évidence, c'est que lorsque le directeur de succursale a eu certains doutes sur le comportement du représentant, plutôt que d'aller rencontrer ou d'appeler les marques Ariane, il a demandé au représentant de transmettre une lettre aux marques Ariane pour voir si tout était beau. Donc, on s'entend, pas une réelle surveillance ici là, de la complaisance de la part du directeur de succursale. De même, la Cour met en évidence qu'à un certain moment donné, le directeur de succursale a suggéré aux représentants, donc à Megirdit, de modifier les fiches clients des marques Ariane pour que celles-ci correspondent à ce qu'ils faisaient, donc aux placements spéculatifs, aux garanties pour des inconnus. Alors, la bonne chose à faire aurait, on l'a bien compris, là, de modifier les placements pour correspondre aux objectifs là, des marques Ariane et non l'inverse. À tout ça, il faut ajouter quelque chose de particulier ici. Après 6 ans, le stratagème frauduleux de M. Megirdit, du représentant, a été mis à jour au sein de la CIBC. Et à ce moment-là, ben, les dommages de 1,5 million n'étaient pas encore concrétisés pour les marques Ariane. Mais il y a un directeur, un dirigeant de l'entreprise qui a décidé de, malgré tout, malgré le fait que Megirdit avait avoué avoir fait des faux contrats, avait avoué avoir mal agi, avoir fraudé, eh bien, malgré tout ça, il y a eu une exécution des garanties et là, on a eu des préjudices qui ont été causés là, aux marques Ariane, en plus du stress, de l'angoisse et de l'insécurité. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait des erreurs latentes et actives dans toutes les composantes de l'entreprise et c'est ce qui a permis un alignement là, pour mener au manquement professionnel qui a causé des préjudices aux marques Ariane.
Ce qu'il faut ajouter à tout ça, c'est que la Cour met aussi en évidence qu'au-delà de ces défaillances et de l'alignement qui a permis là, les préjudices, il y a eu une influence néfaste là, partant du sommet stratégique jusqu'aux représentants et affectant l'ensemble du système de surveillance en raison du fait qu'on l'orientation, les décisions étaient axées sur les profits et la protection des intérêts de l'entreprise avant tout. Et ça a eu des retombées une influence négative là, sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, on remarque, grâce au Swiss Cheese Model, que les dommages subis par les Markarian sont multifactoriels. Ils sont la résultante d'une séquence accidentelle similaire à ce que Reason nous présente dans son Swiss Cheese Model, soit d'un ensemble de défaillances alignées au sein de la CIBC, alimentées par des décisions, des mauvaises décisions, des décisions faillibles des membres de la direction. Alors, il convient de mentionner que la Cour a vraiment mis l'accent sur cette problématique-là, le rôle de la direction. Elle dit même dans son jugement que la conduite répréhensible de la CIBC n'est pas le fait de simples exécutants. Donc ici, ce n'est pas juste les gens qui sont dans les activités là, en première ligne comme le représentant, mais c'est surtout le fait d'âme dirigeante de l'entreprise. Donc là, on reconnaît vraiment le poids là, du rôle de la direction. Donc, le Swiss Cheese Model nous permet, quand on regarde l'affaire Marc-Ariane et quand on regarde son application plus largement là, aux services d'investissement, de comprendre comment des décisions de hauts dirigeants peuvent se traduire dans une entreprise en manquement professionnel d'un représentant qui n'ont pas été corrigés et n'ont pas été détectés et bien sûr prévenus par le système de surveillance en place, menant ainsi à des préjudices pour les épargnants. Au regard de ça, on peut aussi apprendre au niveau de la prévention des manques professionnels. Donc, on voit qu'il y a un rôle important des facteurs d'influence de nature organisationnelle. Donc, il faut garder ça en tête quand on veut prévenir les manquements. Et donc, il faut s'intéresser à limiter ou à corriger ces facteurs d'influence-là et surtout les décisions faillibles des décideurs qui souvent vont reposer sur un dilemme qu'ils ont entre la profitabilité des entreprises. On peut penser à l'entreprise de services financiers, de services d'investissement, pardon, ou encore aux conglomérats financiers, aux groupes financiers intégrés dans lesquels ils vont agir de par propres intérêts pour les décideurs le personnels, professionnels et économiques. Donc, tout ça d'un côté et de l'autre, les intérêts des épargnants. Et ça, bien, ça peut mener, comme on l'a vu, à des décisions faillibles et ça a un impact certain sur la protection des épargnants et ça doit être pris en considération pour prévenir les manquements professionnels. Et ça, c'est à retenir quand on va vouloir examiner le droit à la lumière du Swiss Cheese Model. Donc, allons-y maintenant pour mieux comprendre comment ce qu'on vient de voir peut devenir un outil d'analyse du droit. Donc, à partir des facteurs qu'on vient de voir d'influence organisationnelle, du Swiss Cheese Model, plus largement de l'approche systémique, on peut faire un outil d'analyse du droit. Et ça, en général, ce que ça va faire, ça va permettre un angle novateur d'examen du droit qui va se décliner en deux temps. D'abord, qui va nécessiter un examen qui n'est pas juridique. Un examen pour comprendre et expliquer la séquence accidentelle au sein d'un secteur donné. On va vouloir comprendre l'influence des facteurs de nature organisationnelle. On va vouloir comprendre comment les individus dans les entreprises sont influencés par les facteurs de nature organisationnelle. Et une fois qu'on aura cette information-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est là aller faire une évaluation qui est juridique, donc de voir comment l'encadrement qui est en place prend en compte l'influence des facteurs de nature organisationnelle pour prévenir les accidents. Et quand on ramène ça dans le contexte des services d'investissement, bien, ça nécessite de faire, comme on vient de le faire, de regarder la séquence qui mène au manquement professionnel et de constater que ces manquements-là sont multifactoriels, tout en ayant une petite pensée particulière là, pour les facteurs d'influence de nature organisationnelle. Après tout, c'est ce pourquoi
on s'intéresse au Swiss Cheese Model pour avoir aussi ce complément-là là, du volet organisationnel. Et une fois qu'on a ce portrait-là, qui, bien sûr, là, va demander là, un examen approfondi, plus que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, hein. Je le fais, je pense, en 250 pages dans ma thèse de doctorat. Donc, on peut vraiment aller approfondir, bien comprendre là, l'influence là, du volet organisationnel dans une problématique donnée comme les manquements professionnels. Et à la lumière de ça, il faudra voir si le cadre juridique en place reconnaît et intègre cette réalité-là pour mieux protéger les épargnants. Donc ici, ça va être de voir s'il y a des mesures qui sont mises en place pour atténuer l'influence des décisions faillibles, pour prévenir qu'elles aient un effet néfaste sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, on pourrait venir avec des recommandations auprès du législateur là, en ce sens-là, pour permettre aussi une vision globale des manquements professionnels et non pas en silo. Donc, ce que je vous propose pour la fin de la conférence, c'est de mettre en application, parce que c'est comme ça qu'on le comprend mieux, le Swiss Cheese Model comme outil d'analyse du droit. Avant de commencer, simplement situer un peu là, mon intervention. Donc, dans le domaine là, des services d'investissement, il faut savoir que les différents intervenants sont soumis à plusieurs normes. Ils peuvent avoir des sanctions là, selon les circonstances là, de différentes natures. Alors, il y a des sanctions qui peuvent être imposées sur le plan civil. Donc, lorsque un épargnant cherche à être indemnisé, à avoir une réparation parce qu'il s'est senti floué dans les services qu'il a reçus. C'est possible également que des sanctions pénales et criminelles soient imposées. Donc, si on est à la recherche d'une certaine punition parce que l'infraction qui a été commise, elle est contre le bien-être public. Donc, ça aussi, c'est possible. Ils sont également soumis, les acteurs, selon les circonstances, à des sanctions dites disciplinaires. Donc, ça, c'est pour assurer que les acteurs aient un comportement professionnel qui est dans l'intérêt des épargnants. On peut penser ici, les sanctions disciplinaires sont rattachées à un encadrement là, de type professionnel, là, comme ce que font les autres professionnels là, pour les avocats, les ingénieurs, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des normes de conduite à respecter et qu'il y a des sanctions si ces dernières ne sont pas respectées. Il y a également des sanctions dites de nature plus administrative ou quasi judiciaire qui permettent notamment, mais pas seulement, de contrôler l'accès là, à l'exercice, donc à la prestation des services d'investissement. Donc, tout le monde ne peut pas là, décider demain matin d'offrir des services d'investissement. Il y a un certain contrôle et si on ne respecte pas ça, bien, il y a des sanctions là, qui peuvent être imposées. Dans l'ensemble, vous aurez compris que ce que permettent ces sanctions-là, c'est notamment d'assurer la protection des épargnants. Et moi, aujourd'hui, pour appliquer le Swiss Cheese Model, je vais aller voir une petite partie de cet encadrement-là. Je vais aller voir une partie de l'encadrement déontologique et disciplinaire. Donc, plus spécifiquement encore, je vais aller voir l'encadrement déontologique du courtage en épargne collectif au Québec. Donc, ce sont les acteurs qui offrent des parts communs de placement, donc ils offrent du conseil à cet égard, qui vont également vous permettre d'acheter ou de vendre de tels produits. Donc, faire ensemble, c'est qu'on va s'intéresser même encore plus spécifique à la structure et à l'étendue de cet encadrement. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut savoir quelles sont les autorités qui sont responsables de l'encadrement déontologique et disciplinaire et quels sont les acteurs qui y sont soumis. Alors, pour ce faire, on va s'intéresser aux différents acteurs ici que j'ai repris, qu'on a identifiés comme ayant un rôle dans la séquence accidentelle qui mène au manquement professionnel. Donc, bien sûr, mis l'entreprise, tout prend racine dans l'entreprise. On a la haute direction, le département de la conformité, les directeurs de succursales et les représentants. Simplifié, mais au fin de la présentation, je crois que c'est bien suffisant. Donc, ce qu'on veut voir, c'est quelle autorité encadre le comportement professionnel dans l'intérêt des épargnants là, de ces acteurs-là. Alors d'abord, on a la Chambre de la sécurité financière, qui est un organisme d'autoréglementation au Québec qui s'intéresse aux représentants, donc qui est l'autorité en matière déontologique et disciplinaire principale pour les représentants, donc le respect des normes de conduite et les sanctions en cas de manquement. De l'autre côté, on a l'autorité des marchés financiers et le tribunal administratif des marchés financiers, qui sont les autorités principales au niveau déontologique et disciplinaire pour les entreprises et aussi pour deux dirigeants dans ces entreprises-là, c'est très spécifique, la personne désignée responsable et le chef de la
conformité. Pour les autres acteurs qui ont des fonctions de gestion, de direction et de surveillance, il n'y a pas d'autorité d'encadrement pour l'aspect déontologique et disciplinaire. Et donc, il n'y a rien de prévu spécifiquement dans le cadre réglementaire pour encadrer le comportement professionnel dans l'intérêt des épargnants pour ces acteurs. À titre indicatif, je vous propose un peu une vision de ce qui se passe dans le reste du Canada. Donc, au niveau du Canada anglais, on a le MFDA, qui est en français l'ACFM, donc l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, qui est l'autorité d'encadrement principale au niveau déontologique et disciplinaire. C'est un organisme d'auto-réglementation et cet organisme-là encadre l'ensemble des acteurs, donc tant les représentants qui offrent le service directement aux clients que les entreprises et presque l'ensemble des dirigeants au sein de cette entreprise. Donc là, on a une bonne vision de l'état du droit dans le contexte de l'encadrement déontologique et disciplinaire et de la structure et l'étendue de cet encadrement-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que nous apprend ou que nous donne comme enseignement le Swiss Cheese Model pour critiquer cet encadrement-là ou bonifier cet encadrement-là. Donc, deux choses rapides, puisqu'on a vu ensemble le Swiss Cheese Model, pas de long en large, mais quand même un peu ensemble dans le cadre de cette conférence. D'abord, on comprend du Swiss Cheese Model que pour assurer une meilleure protection des épargnants, ça prend une surveillance globale, intégrée et cohérente du comportement de tous les acteurs. Donc, présenté autrement, ça prend une centralisation des pouvoirs entre les mains d'une même autorité pour régir à la fois le volet individuel et le volet organisationnel de cette prestation de service. Ça prend un organisme qui va être en mesure d'encadrer, d'évaluer, de sanctionner les défaillances qui entourent un même manquement professionnel, donc qui entourent une même situation problématique au sein des entreprises. Donc, il va y avoir une approche systémique des manquements professionnels qui causent des préjudices aux épargnants. Autre enseignement qu'il faut retenir, il faut un encadrement de la conduite au niveau du comportement professionnel dans l'intérêt des épargnants, de tous les décideurs, aux dirigeants et surveillants au sein des entreprises. C'est important, ces gens-là, on se souvient qu'ils ont un rôle significatif dans la séquence accidentelle. Alors, partant de ça, quel constat peut-on faire sur l'encadrement déontologique et disciplinaire du courtage en épargne collectif et plus spécifiquement sur la structure et l'étendue de cet encadrement? Eh bien, d'abord, on réalise que dans l'encadrement actuel, le volet individuel de la prestation des services d'investissement et organisationnel sont encadrés par deux autorités différentes, donc c'est un peu en silo. Et dans ces circonstances-là, c'est difficile de croire que c'est possible de prendre en compte la séquence accidentelle dans sa totalité, l'influence des décisions des décideurs sur l'ensemble de l'entreprise. Cette division-là, elle favorise un examen en vase clos des défaillances plutôt qu'une approche systémique de celle-ci. On remarque également qu'on a un enjeu au niveau de l'encadrement des acteurs. Donc, il y a plusieurs acteurs clés qui offrent des fonctions de direction, de surveillance et de gestion dans ces entreprises-là qui ne sont pas encadrées au niveau du comportement. Et on se souvient que c'est vraiment des gens qui ont un rôle clé, comme je le disais précédemment. Donc, à la lumière de l'état du droit, de l'enseignement du Swiss Cheese Model et des constats, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce que je préfère, offrir des pistes de solutions aux législateurs pour améliorer l'encadrement et assurer une meilleure protection des épargnants. Alors, voici quelques pistes de solutions à ce sujet. Donc, premier élément qu'on peut proposer, c'est qu'il serait intéressant de mettre en place une autorité unique au Québec qui s'occupe de l'encadrement déontologique et disciplinaire de tous les acteurs du courtage en épargne collective. Et là, pour ce faire, il y a différentes options. On pourrait penser à rapatrier tous les pouvoirs entre les mains de l'AMF et du tribunal administratif des marchés financiers. Alors, ça permettrait d'avoir cette approche systémique. Autre option, on pourrait reconnaître au MFDA, donc l'organisme qui est présent au Canada anglais,
d'être responsable pour l'ensemble de ces acteurs au Québec. Ou encore, on pourrait remettre à la Chambre de la sécurité financière d'être responsable non seulement du volet individuel de la prestation des services d'investissement, mais aussi du volet organisationnel et donc de rapatrier les pouvoirs envers tous les acteurs entre les mains de cet organisme d'auto-réglementation. Vous comprendrez que ces 3 pistes de solutions-là, permettent toutes d'intégrer là, les enseignements qu'on a vus du Swiss Cheese Model. Maintenant, si on sort un peu du Swiss Cheese Model, on comprend que chacune d'entre elles ont leurs forces et leurs faiblesses. Donc, certaines des propositions permettent d'avoir un encadrement qui va être le même au niveau pan-canadien. Une autre solution permet d'avoir un encadrement qui va être fort au Québec, qui va assurer un service là, spécialisé en français et un service qui intègre d'autres services financiers. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à prendre en considération Swiss Cheese Model dans cette prise de décision-là pour mettre en place une autorité unique. Donc, je laisse donc le soin aux décideurs là, de regarder les enjeux économiques, politiques et sociaux pour prendre cette décision, mais je suis persuadée à la lumière du Swiss Cheese Model que pour la protection des épargnants, le fait de déterminer une autorité unique là, serait vraiment là, la chose à faire. Autre de solution, élargir les pouvoirs de cette autorité-là qui serait déterminée envers tous les dirigeants. Alors, qu'on ait un contrôle de leur comportement là, dans l'intérêt de l'épargnant. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est notamment mettre une norme de conduite générale qui vise tout le monde. Tout le monde qui est impliqué, de près ou de loin, dans les services d'investissement doit agir dans l'intérêt de l'épargnant en premier. Donc, ça, c'est une chose qui pourrait être faite. Et on pourrait aussi amener des normes de conduite adaptées aux fonctions, aux tâches là, de chacun là, des dirigeants ou des surveillants là, plus spécifiques là, qui prendraient en compte là, dans leur travail comment on peut s'assurer qu'il y ait davantage l'intérêt des épargnants que le profit de l'entreprise, ou en tout cas trouver un compromis dans tout ça. Alors, ce que je viens de vous présenter, j'espère de façon claire, c'est un aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire avec le Swiss Cheese Model comme outil d'analyse du droit. Vous aurez compris qu'on peut l'appliquer à de multiples facettes là, du droit des services d'investissement et plus largement des services financiers. On pourrait faire le même exercice qu'on vient de faire, pardon, au regard de la culture d'entreprise, des modes de rémunération, de l'obligation de convenance ou encore des obligations de bien connaître son client. Donc, il n'y a pas de limite. Et je le fais un peu, donc je vais un peu plus loin là, dans ma thèse de doctorat, mais s'il y a des gens qui sont intéressés d'en discuter avec moi éventuellement, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Alors, en guise de conclusion, bien d'abord, dans cette conférence, j'ai bien humblement tenté de vous présenter le Swiss Cheese Model, c'est grand trait, de vous présenter comment on peut s'en inspirer pour analyser, et je le souhaite, bonifier le droit ou l'encadrement juridique dans un secteur donné. Bien sûr, je vous ai présenté le tout de façon simplifiée, il manque beaucoup de détails, mais sachez que c'est possible d'aller plus en profondeur si cela là, vous intéresse et de regarder le tout de manière approfondie. Je pourrais vous indiquer des lectures à cette fin. Alors aujourd'hui, ce qui vous reste, j'espère, c'est que le Switching Model offre une perspective englobante, tant du fonctionnement des entreprises que de l'encadrement juridique, en s'intéressant aux aspects individuels, mais aussi aux aspects organisationnels des problèmes au sein des entreprises. Il vous offre également un angle nouveau pour regarder le droit, mais attention, hein, le Switch Cheese Model, ce n'est pas la solution à tout. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser en complément pour venir bonifier certains aspects de la vision qu'on a ou de l'analyse qu'on fait d'un encadrement juridique. Et je pense que ce que vous avez vu aujourd'hui peut avoir une utilisation beaucoup plus large, que ce soit dans votre propre organisation où est-ce que vous êtes en ce moment, où vous travaillez pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise, ou encore dans d'autres domaines du droit. Donc, moi, j'ai déjà soulevé que ce pourrait être intéressant d'appliquer le Swiss Cheese Model aux services professionnels et spécifiquement aux services d'ingénierie et aux firmes d'ingénieurs. Donc, à suivre. On peut également l'appliquer à des domaines qui ne sont même pas au regard du fonctionnement des entreprises. Et je vous donne un exemple. Récemment, un chercheur a utilisé le Swiss Cheese Model pour démontrer la pertinence de la Cour internationale de justice dans les efforts qui sont déployés pour prévenir les crimes contre l'humanité. Donc, je trouvais ça très intéressant. Ça sort le Cheese Model là, de son application habituelle. Et pour être d'actualité, sachez que le Swiss Cheese Model est aussi utilisé
dans le contexte de la pandémie pour prévenir la propagation de la COVID-19. Alors ici, ce qu'on voit, c'est le mode adapté. Donc, si on met en place différentes mesures, on pourra prévenir, là, du moins se protéger contre ce virus. Alors, vous constatez, j'espère comme moi, que le Swiss Cheese Model est un modèle simple et polyvalent et qui permet une vision d'ensemble des problèmes. Alors, je vous invite à l'appliquer un peu à toutes les sauces. Je vous indique également qu'il y a une brève bibliographie qui vous est offerte là, et dans ça, vous avez 2 textes phares du professeur Reason et des textes dans lesquels j'ai mis en application là, ces réflexions dans le contexte des services d'investissement et dans une certaine mesure dans le contexte des services professionnels.